Bonjour à toutes et tous, je suis Nina de la Team Régénère. Alors je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode 1 de notre nouvelle série Breaking Truth, où on va parler du piège du plaisir, ou quand la biologie se retourne malheureusement contre nous. Alors on parle souvent des addictions comme d'un problème de volonté. Mais l'addiction, c'est d'abord une réponse du corps à une fuite. C'est une sorte de réflexe de survie face à une douleur qu'il n'arrive pas à traverser. Alors au départ, c'est une stratégie. C'est un geste pour apaiser la tension, retrouver un peu de chaleur, d'apaisement, de contrôle. C'est un réconfort qu'on se donne. C'est quelque chose que l'on maîtrise quand la situation nous échappe. Mais ce geste répété, il devient une habitude. Et cette habitude elle-même va reprogrammer le cerveau. Alors, peu à peu, les niveaux d'attente dopaminergiques qui vont se décaler vers le haut. La dopamine naturelle, en fait, celle du mouvement, du lien, du silence, du plaisir simple, elle ne suffit plus. Alors le corps, il va réclamer plus, toujours plus. Et pas pour le plaisir, mais en fait, tout simplement pour ne pas s'effondrer. C'est là que la dépendance s'installe. C'est quand le manque devient plus fort que le désir. Alors, cette série, elle parlera pas de substance. Elle parlera de fuite. Plus précisément, la fuite de soi. De cette incapacité à rester seul avec l'inconfort, avec ce qui vibre, ce qui fait mal, ou ce qui remonte du corps. Dans ce moment précis où face au vide, au stress, à la peur, le système nerveux, il cherche désespérément une issue. Et il la trouve dans une action. Manger, fumer, scroller, parler, combler. Alors il faut comprendre pourquoi on suit. Parce qu'un jour, on n'a pas eu les moyens de rester présent à ce qu'on ressentait. On n'a pas eu les moyens de faire face à la douleur, à la frustration, à la peine, à l'inconfort. Parce que notre système émotionnel immature ou blessé, il s'est tout simplement figé. Et parce qu'on a appris à couper pour ne pas souffrir. Et qu'on a fini par confondre la coupure avec la paix. Il faut comprendre aussi comment le corps tente de compenser. Chaque dépendance, c'est une stratégie biologique d'adaptation. Le sucre, la nicotine, les écrans, la boulimie de travail ou de sport, à tout ça, ça stimule artificiellement le système de récompense pour recréer un semblant d'équilibre intérieur. Et c'est là que vient la question essentielle. Par où en sortir ? Pas par le contrôle, ni la morale, ni la guerre de soi, mais par la reconnexion. La reconnexion au corps, à l'inconfort, à la respiration, au silence, à l'émotion, au vide. La reconnexion à cette force tranquille qui renaît quand on cesse de s'identifier à la voie du manque. Alors cette série, c'est une traversée. C'est un voyage du cerveau reptilien à la conscience, du craving à la clarté, et de la peur à la présence. Alors on va parler de neurobiologie, de dopamine, de récompense plaisir et de spiritualité, de EFT, de rational recovery, de souffrance et de transmutation, de système émotionnel immature et de ce qui peut permettre de le faire grandir, et enfin de théorie polyvagale. On va parler aussi de breaking truth. Alors je sais, c'est encore un anglicisme, mais c'est tellement parlant. En français, ça signifie déchirer le voile, traverser et vaincre ce qu'on croit être une fatalité. C'est une mise à l'épreuve du corps et de l'âme, où on découvre que le vrai plaisir, c'est pas dans le comblement, mais dans la liberté. Parce qu'il ne s'agit pas de se priver, il s'agit de retrouver la capacité d'aimer, d'éprouver du plaisir, de la satisfaction, et tout ça sans dépendre de quelque chose. Alors, avant de commencer, d'aller plus loin, j'avais une petite question pour vous. On sait que nombre d'entre vous apprécient beaucoup ces podcasts, mais que parfois ça peut être un peu dense, un peu dur à digérer. Du coup, on aurait souhaité avoir votre avis. Est-ce que ça vous intéresserait de recevoir les PDF des textes du podcast de la semaine via la newsletter, pour pouvoir le relire au calme, pouvoir approfondir certains passages, revenir sur certains détails. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous en faire part, par mail, via les commentaires, qu'on sache un petit peu si c'est intéressant de mettre en place ce projet. Bon, alors maintenant on va commencer, parce que c'est quand même un gros morceau aujourd'hui. Et je vais essayer de le résumer en une phrase. Il y a une confusion profonde dans nos vies modernes. On croit chercher le plaisir, alors qu'en réalité, on fuit le vide. Parce que derrière nos écrans, nos frigos, nos réseaux et nos routines, c'est toujours le même réflexe. Combler. On veut remplir le silence, on veut calmer l'inconfort et on veut éviter la sensation de manque. Mais notre biologie, elle n'a pas été conçue pour ce monde d'abondance immédiate. Le système de récompense
ce circuit dopaminergique qui nous pousse à agir. Il a été fait pour la quête, pas pour la consommation. Il a été fait normalement pour nous motiver à explorer, à créer, à aimer et à nous dépasser. Et aujourd'hui, cette mécanique, elle se retourne contre nous. Ce qui devait nous mettre en mouvement, en fait, ça nous enferme. Chaque petite récompense facile, sucre, clic, distraction, nous donne un frisson. Et puis ça nous laisse encore plus vite qu'avant. Et plus on stimule ce système, plus il s'épuise. La dopamine naturelle, elle ne suffit plus et le plaisir simple, il s'éteint. Alors on recommence, encore, jusqu'à ne plus savoir réellement ce qu'on cherche. Alors cet épisode, il va marquer le début d'une traversée, celle du désir piégé, d'esprit qui est saturé et du retour au vivant. Parce que Breaking Truth, ce n'est pas se battre contre soi, c'est oser traverser le manque, l'inconfort, le silence, pour retrouver la seule liberté qui compte, celle d'être présent à soi-même. Alors, en tout premier, on va essayer de voir comment comprendre le système de récompense. Vous avez peut-être déjà entendu ces mots. Noyau accumbens, dopamine, anticipation, contre-satisfaction. Mais ces termes, ils renvoient à un système fondateur de la biologie du vivant, le système de récompense, qui est le moteur même de la vie. Et à quoi sert ce système ? Le système de récompense, il n'est pas là pour donner du plaisir au hasard. Il sert à prioriser l'action. Il marque, normalement, ce qui vaut la peine d'être recherché. La nourriture, le lien, l'exploration. Il apprend à partir de l'expérience. Et puis, il oriente notre attention, notre motivation et nos choix. Et j'insiste sur le mot « normalement ». Parce que, normalement, dans les conditions naturelles de la vie, ce système, il fonctionne comme une boussole de survie. Il nous signale ce qui soutient la vie et il va nous détourner de ce qui la met en danger. Normalement, la dopamine, c'est pas une drogue interne. C'est une molécule d'orientation, un messager du mouvement. C'est elle qui dit au corps « Vas-y, là c'est important pour toi ça ». En fait, elle transforme une simple perception en énergie d'action. Et puis en apprentissage finalement. Ce geste m'a permis de me nourrir, de me reproduire, de créer un lien. Donc, garde cette information. Mais quand ce système il est sursollicité, ou stimulé en dehors de son contexte biologique, en fait, il arrête d'être une boussole. Et il devient une espèce de boucle de compulsion. Alors, on va commencer par voir quelques définitions biologiques simples. Le système de récompense, c'est un ensemble de structures cérébrales qui travaillent ensemble pour nous motiver à agir, à apprendre et à répéter ce qui soutient la vie. C'est pas un petit bout du cerveau du plaisir, c'est vraiment un véritable moteur pour la survie. Et à chaque fois qu'une action elle a contribué à notre bien-être, manger, bouger, créer du lien, découvrir quelque chose, le cerveau il enregistre cette expérience comme précieuse et il crée un raccourci pour y revenir. Donc on va voir les principales pièces de cette mécanique. Alors, notre première pièce, ça va être l'aire tegmentale ventrale, VTA. C'est le point de départ du circuit. C'est dans cette zone, située à la base du cerveau, que se trouvent des neurones dopaminergiques. En fait, c'est des cellules spécialisées qui fabriquent et libèrent la dopamine. Quand quelque chose attire notre attention ou qu'elle semble bénéfique pour nous, par exemple un aliment appétissant, un visage qu'on aime, une réussite, une nouveauté, la VTA s'active et envoie une décharge de dopamine vers d'autres régions du cerveau. Et ce signal, c'est le coup de boost qui nous dit « Allez, bouge-toi, là, il y a quelque chose à faire ». Ensuite, une autre des pièces, c'est le noyau accumbens, NAC. Ça, c'est le centre de la motivation. Le noyau accumbens, il reçoit le message dopaminergique et il le traduit en sorte d'élan d'envie, ce qu'on appelle en anglais le wanting. C'est l'envie d'obtenir, de poursuivre et de répéter l'action. C'est là que naît cette tension agréable qui précède l'action, cette excitation légère qui nous pousse à agir. Autrement dit, le NAC, il transforme une simple idée en une énergie de mouvement. On va avoir aussi le cortex préfrontal, le PFC. Ça, c'est le chef d'orchestre. Il est situé à l'avant du cerveau. Et lui, il va planifier, il va réfléchir, il va choisir, ou parfois il va freiner. C'est lui qui va dire allez, vas-y là. Ou alors non, pas maintenant. Et quand il fonctionne bien, il régule la pulsion envoyée par la dopamine. En fait, il va canaliser le désir au lieu de s'y soumettre. Et quand il est affaibli, par le stress, par le manque de sommeil, par les émotions fortes ou par la fatigue, il perd ce contrôle de gouvernail. Et c'est là que le désir prend le contrôle. Alors, on va aussi avoir l'amygdale et l'hippocampe. Ces deux structures sont les mémoires émotionnelles du système. Elles enregistrent les circonstances, les émotions et les contextes qui sont associés à chaque récompense.
Et grâce à elle, le cerveau, il apprend à reconnaître les situations qui lui sont favorables. Ce lieu, cette odeur, cette heure, est-ce que c'est pas ici que j'ai déjà ressenti ce plaisir? Mais c'est aussi ce mécanisme qui, dans l'addiction, ça va faire ressurgir l'envie, rien qu'à la vue d'un indice. Alors, on a aussi le striatum dorsal. Ça, c'est la zone des automatismes. Quand on a un comportement qu'on répète souvent, le striatum dorsal, lui, il va le transformer en habitude inconsciente. Ça, c'est ce qui va nous permettre de, par exemple, de marcher, de conduire ou de taper un message sans vraiment y réfléchir. Mais c'est aussi ce qui va rendre difficile d'interrompre une compulsion, parce que le geste, il devient automatique. Alors ça fait beaucoup de notions, mais on est là aussi pour nous réapproprier notre physiologie, notre biologie, non? Alors, on va reprendre et un peu résumer tout ce circuit de cette façon. Le VTA, qui est l'aire tegmentale ventrale, lui, il produit la dopamine. Le NAC, le noyau accumbens, il transforme la dopamine en envie. Ensuite, le PFC, le cortex préfrontal, il exerce les fonctions de choix et de contrôle. Et avec l'amygdale et l'hippocampe, pour la mémoire émotionnelle, et le striatum dorsal, pour les habitudes. Ouf, ok, ça va, c'est assez simple. Alors, premièrement, il y a le VTA qui allume le moteur. Deuxièmement, il y a le noyau accumbens qui donne l'élan. Troisièmement, il y a le cortex préfrontal qui choisit la direction. Quatrièmement, l'amygdale et l'hippocampe qui enregistrent le contexte. Et cinquièmement, le striatum dorsal qui automatise la route. Dans un organisme sain et connecté à la réalité vivante, ce système, il est merveilleusement harmonieux. Alors, on va repartir sur notre petit système de récompense, celui qui va nous pousser à explorer, à apprendre, à aimer et à créer. Donc ce système, lorsqu'il est détourné, par exemple par la surstimulation, par la vitesse, par les récompenses faciles ou les traumatismes émotionnels aussi, il devient un moteur fou qui continue de tourner même quand il n'y a plus de route devant lui. Et c'est là que le plaisir se transforme en piège. Parce que le cerveau, il se met à rechercher non plus de la satisfaction, mais la montée dopaminergique elle-même. Cette promesse d'un mieux à venir qui ne vient jamais vraiment en fait. Alors maintenant, on va voir la dissociation entre le plaisir, la survie et le sens. Je vous ai dit il y a quelques minutes, le système de récompense, c'est un ensemble de structures cérébrales qui travaillent ensemble pour nous motiver à agir, à apprendre et à répéter ce qui soutient notre vie. C'est pas un petit bout de cerveau du plaisir, c'est un véritable moteur de la survie. Et dans un environnement naturel, ce système il fonctionne à la perfection. Ce qui procure du plaisir est aussi ce qui soutient la vie. Donc le goût sucré d'un fruit mûr pour signaler l'énergie vitale, la chaleur d'un contact humain qui va renforcer le lien social, le bien-être après l'effort, ça consolide la musculature et la résilience. Autrement dit, dans la biologie du vivant, plaisir égale bien égale juste. Et le plaisir, ce n'est pas un piège, c'est à ce moment-là un guide. Mais dans notre monde moderne, cette équation, elle est inversée. On vit dans un environnement où les signaux du plaisir y sont détournés, ils sont amplifiés et complètement artificialisés. L'industrie alimentaire, le marketing, les écrans, la pornographie, la stimulation permanente, ça bombarde nos récepteurs dopaminergiques sans jamais nourrir le besoin profond qui les a fait naître. Résultat, le plaisir, c'est égal au danger. Le corps reçoit un message de vie et en fait, il récolte de la fatigue, du vide ou de la dépendance. Et ce paradoxe biologique, il va créer un chaos moral et existentiel. D'un côté, on a notre biologie qui continue de nous pousser à chercher le plaisir, comme une boussole primitive du vivant. Et de l'autre, on a cette boussole qui tourne dans un champ magnétique complètement faussé, où le plaisir, il indique plus le bien, mais l'excitation creuse. Alors la société, elle réagit par l'excès inverse. Elle moralise, elle diabolise le plaisir, on y voit la source du mal en fait. Et on nous apprend à nous méfier du corps, du désir, du charnel, alors que ce n'est pas le plaisir qu'il faut accuser, c'est le contexte dévoyé dans lequel il est exercé. Le vrai problème en fait, c'est pas le plaisir, c'est la perversion de son contexte biologique et spirituel. C'est la perte du lien entre le plaisir et le bien, entre l'excitation et la vitalité, entre la sensation et le sens. Et c'est comme ça en fait qu'on est devenus des êtres déchirés, entre un système nerveux qui nous pousse à chercher le plaisir et un environnement qui le pervertit. Et aussi une morale qui nous ordonne de le fuir. Et le résultat, on ne sait plus où est vraiment le plaisir. Celui qui nous nourrit, qui nous relie, qui fait grandir la vie. Et on alterne entre la fuite dans l'excitation et la culpabilité d'avoir cédé. Et ce désordre intérieur, cette perte de repère entre le plaisir et le bien, c'est pas qu'une crise de morale, c'est aussi une crise biologique. Parce que notre cerveau, lui, il comprend pas les nuances culturelles. Il réagit aux signaux, point. Quand tu stimules ton système de récompense,
que ce soit avec du sucre, une notification, un like, une image ou une récompense symbolique, ton cerveau il libère la dopamine, ce fameux messager de l'anticipation. Et son rôle, c'est pas de te faire plaisir, mais de te dire vas-y, allez, là, il y a peut-être quelque chose d'important à aller prendre. Et dans un environnement naturel, cette libération, elle est ponctuelle, équilibrée, suivie d'un apaisement. Mais dans notre monde saturé, elle devient chronique et massive. Chaque jour, c'est des centaines de microstimulations dopaminergiques qui s'accumulent sans jamais redescendre au calme. Et le cerveau, pour se protéger, il s'adapte. Il réduit le nombre et la sensibilité de ses récepteurs à la dopamine. C'est un mécanisme qu'on appelle la tolérance. Résultat, pour ressentir la même intensité, il nous faut toujours plus de stimulation. Plus de sucre, plus de clics, plus de bruit, plus de distractions. Ce qui hier apportait une petite joie ne produit plus rien aujourd'hui. Et c'est là que s'installe le vrai piège. Parce que tu cherches plus le plaisir pour vivre, tu cherches la stimulation pour sentir que tu es vivant. Ton système de récompense, qui à la base est conçu pour motiver l'action juste et vitale, il se met à tourner dans le vide. Tu veux, tu anticipes, tu espères. Mais la satisfaction, elle ne vient jamais vraiment. Le circuit de l'anticipation, la dopamine, elle reste suractivée, tandis que le circuit de la satisfaction, l'endorphine, la sérotonine, l'ocytocine, elle s'éteint. Et plus tu t'épuises dans cette course, plus le corps il va s'anesthésier. La dopamine naturelle, celle du lever du soleil, de la marche, du silence, de la création, elle devient trop faible pour te toucher. Et la vie te paraît plate, terne et sans relief. Tu n'as pas besoin d'une drogue. Ton quotidien, c'en est déjà une. Et le paradoxe moderne, il est là. On est surstimulé, mais profondément désensibilisé. Nos récepteurs y sont saturés, et donc ils nous privent du plaisir simple. Tandis que notre biologie, elle est affamée de sens, elle réclame un signal qu'elle ne retrouve plus. Et c'est pas que le plaisir soit devenu mauvais, c'est que notre cerveau a perdu la capacité de le reconnaître. Alors, est-ce que l'anédonie, ça vous parle? Alors, le mot anédonie, ça vient du grec an, qui veut dire sans, et hédoné, qui veut dire plaisir. Ça, c'est l'incapacité, partielle ou totale, à ressentir du plaisir ou de l'intérêt, même face à des expériences qui autrefois procuraient de la joie ou de la satisfaction. Elle ne concerne pas seulement la tristesse, c'est un engourdissement du système de récompense. Le désir, il peut être encore présent, on veut, on espère, on cherche, mais la réponse émotionnelle, elle ne suit plus. On anticipe le plaisir sans jamais l'éprouver vraiment. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? L'anédonie, c'est la conséquence directe de la désensibilisation dopaminergique. Le cerveau surstimulé réduit la sensibilité de ses récepteurs à la dopamine, notamment l'un des deux. Résultat, les pics de plaisir diminuent, même avec des expériences naturelles, la musique, la nature, l'affection. Et en parallèle, les systèmes de satisfaction durables, endorphine, sérotonine, ocytocine, elles se dérèglent aussi. Donc le corps, littéralement, il n'arrive plus à se réjouir en fait. Alors ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la dopamine, c'est un messager de la quête, pas du plaisir. La dopamine, c'est pas la molécule du plaisir. C'est plus celle de la motivation, de la mise en marche. Elle signale surtout. Donc, d'une part, l'anticipation. Il y a quelque chose à gagner là-bas, bouge-toi. Et aussi l'erreur de prédiction. Si le résultat il est mieux que prévu, la dopamine monte. On apprend, vas-y, ça faudra le refaire, quoi. Et s'il est moins bien que prévu, elle baisse. Ça nous apprend, ça va falloir éviter. Ce mécanisme d'apprentissage, il va calibrer notre comportement au fil des essais. Et le plaisir ressenti, ça c'est ce que les Anglais nomment le liking, du verbe to like, aimer, apprécier. Lui, il implique davantage d'autres systèmes, comme les opioïdes endogènes, les endocannabinoïdes, la sérotonine. Et ça, c'est le piège, parce qu'on peut vouloir très fort, avec la dopamine, mais sans aimer vraiment ce qu'on obtient. Et c'est là une distinction essentielle à comprendre. Dans notre cerveau, il existe deux circuits qui travaillent ensemble. En premier, il y a le circuit de l'anticipation, celui de la dopamine. Il crée l'élan, la motivation et l'envie. Et en deuxième, on a le circuit de la satisfaction, celui du plaisir ressenti. Lui, il va apporter l'apaisement, la plénitude et le contentement. Alors en temps normal, ces deux phases, elles s'enchaînent harmonieusement. On désire, on agit, on obtient, on savoure et on se repose. La boucle est complète. Elle permet d'apprendre, d'intégrer et de s'épanouir. Mais aujourd'hui, ce cycle, il est cassé. On est coincé dans la phase d'anticipation permanente, celle de la poursuite de ça il m'en faut encore. Et comme la phase de satisfaction elle ne vient plus, le cerveau relance sans cesse la quête pour combler le manque. C'est une boucle d'attente infinie, on attend le plaisir sans jamais vraiment l'atteindre. Et c'est ça le déséquilibre dopaminergique moderne, une humanité qui est saturée d'envie mais affamée de joie.
Et pour comprendre comment sortir de cette impasse, il faut plonger dans cette différence fondamentale entre anticipation et satisfaction, entre dopamine et sérotonine, entre l'élan de vie et le repos du cœur. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. On va voir la différence entre l'anticipation et la satisfaction, qui sont deux circuits complémentaires, mais qui sont aujourd'hui totalement déséquilibrés. Alors, pour comprendre ce qui nous enferme dans la dépendance, il faut distinguer deux moments fondamentaux dans la vie émotionnelle et biologique, l'anticipation et la satisfaction, qui sont deux circuits différents, donc deux états du corps et deux messages du cerveau. Alors, l'anticipation, c'est la phase dopaminergique. L'anticipation, c'est la mise en mouvement. C'est la montée d'énergie, le frisson avant l'action, la curiosité, la quête. Et ça, c'est porté par la dopamine, ce messager de l'envie et de la recherche. Quand tu perçois une possibilité de plaisir ou de réussite, la dopamine, elle s'élève. Elle te pousse à agir, à explorer, à apprendre. C'est ce qui, biologiquement, a permis à l'humanité de survivre et d'évoluer. Sans dopamine, pas de désir, pas de créativité et pas de curiosité. Mais la dopamine, elle n'est pas faite pour durer. Et dans un cycle naturel, elle doit être suivie d'un retour au calme. Le plaisir d'avoir accompli, la détente, la gratitude, la satisfaction. La satisfaction, elle, c'est la phase d'apaisement. Cette deuxième phase, elle est portée par d'autres messagers, par les endorphines, la sérotonine, l'ocytocine, les endocannabinoïdes. C'est le temps du repos et de l'intégration. Le moment où le système nerveux parasympathique reprend la main, on a une respiration lente, un cœur apaisé et une sensation de plénitude. En fait, c'est cette alternance, tension puis relâchement, quête puis apaisement, qui maintient notre équilibre intérieur. Un peu comme les respirations, inspirer dopamine, expirer sérotonine. La vie avance ainsi, en oscillant entre désir et contentement, entre mouvement et repos. Alors, qu'est-ce qui s'est exactement cassé ? Aujourd'hui, la boucle elle est rompue. Nos vies modernes, ça entretient en permanence la phase d'anticipation. Une nouvelle notification, une nouvelle tâche, un nouveau plaisir, une nouvelle stimulation. Mais la phase de satisfaction, elle a plus de place. On ne laisse plus le temps au corps de ressentir, d'intégrer et de savourer. Et le résultat, il est très simple. La dopamine, elle monte, mais le plaisir, lui, il n'est plus là. Le système de récompense, il reste bloqué sur en attente de récompense. Et c'est cette attente elle-même qui devient addictive. C'est ce qu'on appelle la course dopaminergique. On vit dans la projection d'un prochain plaisir, jamais dans sa réalisation. On savoure plus le fruit, on veut déjà le suivant. On ne respire plus la joie du présent, on cherche le frisson du futur. Et du coup, qu'est-ce que c'est les conséquences biologiques et émotionnelles à tout ça ? Cette surstimulation permanente, elle a plusieurs effets. Déjà, on a le cerveau qui réduit ses récepteurs à la dopamine. Ce qu'on avait vu, la tolérance. Il y a aussi les circuits de la satisfaction qui s'éteignent. On a moins de sérotonine et on a moins d'endorphine. Et le système nerveux, lui, il reste en mode fuite ou combat, incapable de se poser. Et le corps, lui, à force de jamais se reposer, il vit en état de stress chronique. Et c'est un des plus grands paradoxes de notre époque. On court sans arrêt après le plaisir et on s'épuise à force de ne pas le trouver. Et on cherche la vie finalement dans ce qui la vide. Le retour à l'équilibre, c'est apprendre à boucler le cycle. C'est pas de supprimer la dopamine, c'est de réhabiliter la satisfaction. Il faut réintroduire le temps, le silence, la lenteur, l'attention. Il faut regoûter au plaisir simple d'un repas, d'une marche ou d'une vraie conversation. C'est dans ces moments-là que le cerveau y retrouve son rythme. La dopamine prépare et la sérotonine, elle clôture. Et la vie redevient ce qu'elle est, une alternance de tension et de détente, de quête et de paix. Alors, si je devais résumer en une phrase, nous ne souffrons pas d'un excès de plaisir, nous souffrons d'un manque de satisfaction, parce que la dopamine n'est plus une promesse de vie, mais une promesse sans fin. Mick Jagger et Keith Richards, qui est l'auteur du riff légendaire qui débute le morceau, eux, ils l'avaient bien compris. I can get no satisfaction. Je ne trouve aucune satisfaction, alors je continue à désirer et je m'épuise à désirer. C'est la perversion de notre monde actuel. Le plaisir, la dopamine, elle devrait conduire à la satisfaction d'un besoin vital. Mais aujourd'hui, le plaisir ne conduit à rien. Et sinon, on recherche davantage de plaisir pour espérer avoir un peu, une miette de satisfaction. Alors, maintenant, on va voir un petit peu quelle a été la bascule. C'est-à-dire, à quel moment on est passé et comment on est passé du plaisir adaptatif au plaisir toxique. Alors, le plaisir, à l'origine, c'est un signal d'équilibre. Il nous indique
que nous sommes sur la bonne voie, que ce qu'on fait, ça soutient la vie. Mais tout bascule quand ce signal est détourné de son sens biologique. Et c'est là que le plaisir qui était adaptatif devient toxique. Le plaisir adaptatif est, ou devrait être, la boussole de la vie. Dans un environnement naturel, on l'a vu, le plaisir, il a une fonction d'apprentissage. Chaque fois qu'un comportement favorise la survie ou la croissance, le cerveau, il libère un peu de dopamine. Et puis, enfin, des endorphines, marquant un petit peu c'est bon pour toi ça, tu peux le reproduire. Mais cette mécanique, elle ne reste saine que si elle est restée reliée au réel. Et si chaque pic de plaisir est suivi d'un retour au calme, c'est OK. Sans cette alternance, le système s'emballe. Le plaisir devient toxique dès qu'il est dissocié du besoin réel. Et quand on déclenche la récompense, sans la cause naturelle, quand on provoque la dopamine sans véritable action de vie derrière. Le sucre, les écrans, la reconnaissance instantanée. Et c'est là qu'apparaît le phénomène du « en fait, j'ai plus jamais assez ». Et on a 3 mécanismes biologiques qui expliquent cette dérive. En premier, on a la tolérance. Oui, la surstimulation permanente, ça désensibilise les récepteurs dopaminergiques. Ce qui suffisait hier à procurer de la joie, aujourd'hui, ça produit plus rien. Le cerveau, il baisse le volume. Pour ressentir quelque chose, il faut donc augmenter la dose. En 2, on a la sensibilisation de l'indice. C'est-à-dire qu'à force de répétition, certains signaux, heures, lieux, odeurs, notifications, rituels, eux, ils acquièrent un pouvoir déclencheur démesuré. Le simple indice, lui, il suffit à déclencher l'envie, même sans plaisir garanti. Le corps, en fait, il réagit avant même la conscience. La dopamine, elle va précéder la décision. Et en 3, on a aussi la bascule vers l'habitude. Alors au départ, le noyau accumbens, il pilote la motivation, le désir orienté. Mais à force de répétition, le contrôle y passe au striatum dorsal, c'est-à-dire au siège des automatismes. Et le comportement, il devient réflexe. On n'a plus envie, on le fait tout simplement. Et le wanting, l'envie, il tourne à vide. Tandis que le liking, le plaisir ressenti, il s'éteint totalement. On court beaucoup, mais pour très peu de joie au final. Et résultat, la machine, elle s'emballe. Le système dopaminergique, il est fait pour guider l'action juste. Il devient un engrenage incontrôlé. Et plus on cherche le plaisir, plus réellement on s'en éloigne. On va voir maintenant un petit peu le rôle du cortex préfrontal, qui est le chef d'orchestre qui est un peu fatigué. Alors le cortex préfrontal, c'est cette zone du cerveau qui planifie, qui freine, qui choisit et qui est censé moduler la poussée dopaminergique. C'est lui qui nous permet de différer une gratification, de dire non, de garder un cap. Mais sous stress chronique, par manque de sommeil, moment d'inflammation, une surcharge émotionnelle, ce cortex, il s'affaiblit. C'est un peu comme si les connexions, elles se grippaient. Les capacités de discernement, elles diminuent et l'impulsivité prend le dessus. On a moins de freins et on a plus de compulsions du coup. Heureusement, cette fonction, elle peut se restaurer. Le repos, la respiration lente, la marche quotidienne, la lumière du matin et des liens humains vrais et une alimentation moins ultra récompensante, tout ça, ça renforce la solidité du préfrontal. Autrement dit, plus le corps retrouve ses rythmes naturels, plus la conscience reprend le gouvernail. On va voir aussi maintenant quand la quête nous emprisonne. Alors, notre époque tout entière repose sur un détournement du système de récompense. Jamais dans l'histoire humaine, le cerveau n'a été autant sollicité, stimulé, arraché à sa lenteur naturelle. On vit dans une société où tout est conçu pour maintenir le système dopaminergique en alerte permanente. On vit dans une société de l'immédiateté. Notre environnement, il est plus seulement riche, il est hyper récompensant. Chaque seconde, on est exposé à une avalanche de microstimuli. Des sons, des images, des alertes, des offres, des tentations, des comparaisons. Chaque clic, chaque notification, chaque bouchée, chaque regard provoque une mini décharge de dopamine. C'est une promesse de satisfaction, mais qui s'évanouit aussitôt. En fait, on est devenus les habitants d'un monde où l'attente est vécue comme une anomalie, où la lenteur, elle est suspecte. Le silence, il est inconfortable et la frustration, elle est insupportable. Mais biologiquement, le système dopaminergique, il a besoin de cette alternance, c'est-à-dire le désir, l'effort, puis l'accomplissement et enfin le repos pour se régénérer. En la supprimant, on a créé une génération de cerveaux électrisés et épuisés à la fois. Et c'est quoi le résultat ? On confond le mouvement avec la vitalité, l'excitation avec la joie et la connexion numérique avec le lien humain. Et ce dérèglement, il n'est pas seulement mental, il est aussi physiologique.
Le corps moderne, il est devenu dopaminergique, c'est-à-dire qu'il vit sous perfusion d'anticipation. Tout est conçu pour entretenir l'attention du presque. Presque parfait, presque comblé, on est presque tranquille. Le matin avec son café, on a de la dopamine. Au travail, mail, message, validation, on a de la dopamine. Pause sucrée, dopamine. Réseaux sociaux, séries, musique, information, même la méditation parfois devient une quête de résultats. Et tout ça, ça donne de la dopamine. Et derrière cette agitation, il y a un système nerveux qui est en surchauffe, incapable de redescendre. Toujours prêt, mais jamais reposé. Toujours excité, mais rarement vivant. Et dans ce contexte, le corps, il ne cherche plus le plaisir, il cherche juste la décharge. Il cherche plus la satisfaction, mais la détente momentanée que procure la stimulation elle-même. C'est le paradoxe du dopaminergique moderne. Il n'aime plus ce qu'il fait, mais il n'arrive plus à s'arrêter. Et comme la tolérance, elle s'installe, les seuils s'élèvent. Il faut plus de sucre, plus d'écran, plus d'intensité, plus d'adrénaline. On est passé d'une biologie de la quête de sens à une biologie de la fuite du vide. Et malheureusement, ce mode de vie, il a un prix. On a un épuisement du cortex préfrontal, qui mène à une perte de discernement et d'inhibition. On a un dérèglement du système nerveux autonome, qui mène à de l'anxiété, de la tachycardie, des troubles digestifs, des insomnies. Et on a un effondrement du système sérotoninergique, qui mène à une perte du plaisir naturel et de la motivation profonde. Autrement dit, plus on vit dans l'immédiateté, moins on ressent la vie elle-même. Le corps s'adapte à la vitesse en coupant les circuits du ressenti. On ne sent plus la faim, ni la fatigue, ni la joie. On ne fait que réagir. Et ce système, à force d'être stimulé, il devient auto-entretenu. Le cerveau y réclame sa dose. Pas pour le plaisir, mais pour éviter le manque. Et c'est le moment où la quête devient prison. On ne cherche plus à se nourrir de la vie. On cherche seulement à éviter le vide. L'être humain, qui autrefois s'élevait par la maîtrise de ses désirs, il est aujourd'hui captif de son propre système de récompense. La dopamine, qui devait être un moteur, c'est devenu une laisse invisible. Et paradoxalement, c'est parce qu'on a voulu supprimer la souffrance, la lenteur, l'attente, qu'on a créé la douleur la plus moderne qui puisse exister, celle de ne plus rien ressentir. On vit dans une société qui stimule le plaisir sans le laisser s'accomplir. Dans une société qui confond le vivant et le rapide, l'intensité avec la présence. Et en fait, le corps dopaminergique moderne, c'est un corps qui est débranché du réel. Alors du coup, on va voir maintenant comment retrouver sa liberté dopaminergique. Parce que même si ce n'est que le premier épisode, on va pas vous laisser sur une note pessimiste, rassurez-vous. Le but, c'est pas de supprimer la dopamine, parce qu'elle est vitale. Le but, c'est de réapprendre un rythme juste. Quelques gestes simples suffisent à inverser la tendance. Alors, on peut déjà ralentir les récompenses, différer, ne pas combler immédiatement chaque envie. On peut aussi réintroduire la lenteur, marcher, cuisiner, contempler sans forcément avoir de but. Réhabituer le corps au manque, c'est-à-dire le jeûne, le silence, le froid, l'effort. Et on peut aussi réactiver le plaisir naturel, avec de la musique, avec du lien humain, avec la nature, avec de la création. Ça, c'est le but d'un rééquilibrage neurochimique. La dopamine, elle retrouve alors son rôle de messager. La sérotonine, celui du contentement. Et le corps recommence à vivre en rythme avec le vivant. Mais on va être honnête, dans ce tableau idyllique, il reste un obstacle majeur, l'addiction. Et ça, on le sait tous, vouloir ralentir, ça ne suffit pas toujours. Parce que notre système de récompense ne fonctionne pas seul. Il dépend de deux alliés essentiels, notre cortex préfrontal et notre terrain métabolique. Alors, on va voir justement le rôle du cortex préfrontal. On va voir les freins, les caps et les sens. Le cortex préfrontal, il est situé, comme on l'a vu, à l'avant du cerveau. Et c'est notre véritable chef d'orchestre. C'est lui qui fait le tri entre le besoin réel et la pulsion immédiate. Il est censé moduler la poussée dopaminergique, différer la gratification et choisir avec discernement. Mais sous le stress chronique, le manque de sommeil, l'inflammation ou la fatigue émotionnelle, ce cortex, il s'affaiblit. Il y a donc moins de freins, plus d'impulsivité, et le moindre stimulus, il reprend le contrôle. Alors la bonne nouvelle, c'est que le cortex préfrontal, ça se renforce par la pratique. Et ça se fera chaque fois que tu prends un instant avant de céder à une envie. Chaque fois que tu dors mieux, que tu respires lentement, que tu marches dehors, que tu lui redonnes du tonus, du gouvernement intérieur. C'est littéralement un muscle de conscience. Plus tu l'utilises, plus il se développe.
Alors, on va voir aussi le métabolisme, les hormones et le terrain. Ah oui, parce qu'il y a le corps, ce terrain vivant sur lequel tout repose. Parce que le système de récompense, il flotte pas dans le vide. Il dialogue en permanence avec nos hormones, notre glycémie et notre niveau de stress. Alors, par exemple, on a la gréline. Ça, c'est l'hormone de la faim qui augmente la dopamine. Elle pousse à chercher et à anticiper. On a la leptine et l'insuline qui signalent la satiété et la réserve énergétique. Quand elles deviennent résistantes à cause du sucre, du stress ou du manque de sommeil, elles brouillent les signaux. Et on a envie de manger même quand le corps n'en a plus besoin. On a aussi le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui pousse aux solutions rapides. Sucré, café, écran, lui, il court-circuite le préfrontal. Et il entretient la boucle du tout de suite. Et on a aussi l'inflammation et la fatigue mitochondriale, qui réduisent la sensibilité naturelle au plaisir. On ressent moins la joie, et alors on monte le volume sur le faux plaisir. Autrement dit, un cerveau surstimulé ne peut pas se rééduquer dans un corps épuisé. Le terrain compte énormément. Retrouver la liberté dopaminergique, c'est aussi retrouver la santé métabolique. Il faut mieux dormir, respirer, se nourrir simplement, bouger, se reposer, se relier avec les autres. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans un prochain épisode, l'addiction. Comment le cerveau, le corps et les émotions s'enchaînent dans un même réflexe de fuite. Alors, on va essayer de passer maintenant à la conclusion de notre premier épisode de cette série Breaking Truth, où on s'est axé vraiment sur le piège du plaisir. Alors oui, ce premier épisode, il était très dense. Mais il fallait ça pour comprendre à quel point notre rapport au plaisir s'est inversé. On a hérité d'un système de récompense prodigieux, conçu pour nous pousser à explorer, à aimer, à créer et à vivre. Et on l'a enfermé dans un monde qui stimule sans nourrir, qui excite sans apaiser et qui promet sans tenir les promesses. Le plaisir, c'est pas notre ennemi. C'est notre boussole, notre langage biologique et c'est notre lien avec le vivant. Ce qui nous épuise, c'est pas le plaisir. C'est la déconnexion entre le plaisir et la vie. C'est cette course sans fin vers une satisfaction qu'on ne ressent plus, parce qu'on ne laisse plus le temps au corps de la goûter. Alors, comment retrouver la liberté dopaminergique ? C'est pas en supprimant le désir, ni en fuyant la stimulation, mais c'est en retrouvant le rythme juste, celui de l'alternance entre tension et détente, envie et apaisement, action et silence. Ralentir les récompenses, réintroduire la lenteur, le jeûne, le froid, la marche, le lien vrai. Réapprendre à tolérer le vide et à découvrir qu'en fait, il n'est pas vide du tout. Cette traversée, c'est une rééducation du système nerveux, mais aussi une expérience intérieure, un retour à soi, au réel, au corps. Quand la dopamine elle retrouve son rôle de messager, la sérotonine reprend celui du contentement. Et la vie redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Un équilibre vibrant entre le manque et la plénitude. Mais il reste un obstacle, plus profond que la dopamine, plus ancien que le plaisir, nos émotions refoulées. Parce que si on cherche sans cesse à nous stimuler, c'est peut-être avant tout pour ne pas ressentir, pour ne pas entendre notre corps qui nous parle, ce que la peur, la colère ou la tristesse veulent nous dire. C'est là que tout commence vraiment. Et dans le prochain épisode, on plongera au cœur de ce qui précède toute dépendance, l'émotion refoulée, qui est la racine de toutes les addictions. On verra comment le système de récompense il est intimement lié à notre système émotionnel. Et comment, lorsque l'un se dérègle, l'autre devient prisonnier. Parce que Breaking Truth, au fond, ce n'est pas fuir le manque, c'est oser le traverser et c'est réapprendre à ressentir pour enfin redevenir vivant.